début. Mais comment celui-ci se forme? Qu'est-ce qui stimule notre inconscient aboutissant à la création de ce dernier? Et qui dit début Eh bien, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Derrière. Derrière, qu'est-ce que c'est? C'est une petite vidéo d'accompagnement de mes films. On avait déjà fait Derrière les briques, Derrière la lueur, Derrière Merci à Dieu. Et donc maintenant, on va s'attaquer au film Ce qui reste. Et donc, ça sera Derrière ce qui reste. Et comme la dernière fois, j'ai pas écrit de script de A à Z, j'ai plus écrit une petite liste avec des points abordés. Comme ça, on aura une conversation fluide sans que ça parte dans tous les sens. Donc je vous propose qu'on commence tout de suite, et donc on va attaquer le premier point. Une courge, 200 g de beurre, 3 œufs... Non, c'est pas ça. Bienvenue sur MGD Recettes, la chaîne de recettes la plus foufou de l'internet. Aujourd'hui on fait quoi? On fait une courge farcie. Wow, let's go. Les ingrédients c'est maintenant. Qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut une courge bien sûr, mais aussi du beurre et des œufs. Et puis une bonne dose de Lego. Étape 1, vous prenez votre courge, vous prenez un gros couteau. Et après vous mettez le couteau dans la courge, vous l'éviscérez. Et faites attention à bien tout vider, parce que parfois il y a des pépins qui s'accrochent, alors pincez-le sous l'eau. Si ça colle, vous pouvez mettre du desktop aussi. Vous secouez beaucoup. Allez, cette fois-ci, on commence vraiment et on s'attaque à l'origine du projet et à son écriture. Concernant l'origine du projet, ça vient de deux envies précises que j'avais envie d'inclure et qui se sont retrouvées dans ce film. La première, c'était cette sensation quand on regarde une photo. Il y a quelque chose qui m'intéressait de ce qui peut se passer dans notre cerveau, dans nos émotions, à travers justement cet étrange mélange de mélancolie et de déformation, je dirais. Si vous avez vu pas mal de mes films, vous savez que je ne suis pas quelqu'un de très nostalgique. Je n'aime pas ce sentiment qui peut découler d'une mélancolie. Et cette fabrication précisément de la nostalgie a tendance à sublimer un passé qui n'est pas si positif que ça dans certaines situations. L'idée que j'avais, c'était de traiter ce qui peut se passer dans notre cerveau, comment cette mémoire sélective face à ce souvenir va se concrétiser. Et donc ça marchait bien dans un film, notamment un film à twist comme c'est le cas ici, d'avoir un faux élément fantastique, on va dire, au sein de ce récit. Et donc tout ce qui peut se passer dans un laps de temps très court, parce que là c'est juste on regarde une photo, et comment ce laps de temps très court va s'illustrer à travers un film. Et la deuxième idée que j'avais, qui est un peu plus simple, je vous rassure, c'est l'idée de traiter tout le film selon un personnage secondaire. Ce que j'aime beaucoup, c'est que à travers ce personnage secondaire, on va avoir un différent point de vue, notamment du fait que lorsqu'on est un personnage secondaire, on va avoir moins de conséquences sur les actions. Le petit problème du personnage secondaire, c'est que si on est dans un monde purement réaliste, le personnage secondaire devient le personnage principal, et donc ça s'annule. Et donc pour que ça prenne forme et pour qu'on comprenne vraiment l'intérêt de suivre un personnage secondaire, il faut qu'on ait un événement, je dirais quasiment surnaturel, conséquence d'un personnage principal, pour que ce personnage secondaire ne puisse pas avoir d'influence sur le cours du récit. Et c'est exactement le cas ici, où en fait le personnage secondaire n'est une représentation imaginaire au sein de la psyché du personnage principal. Oh
Ah, j'étais comme ça. Ouais, t'étais pas bien. On l'a refait, ouais. J'étais un peu bizarre. On va maintenant s'attaquer à l'écriture, et petite particularité pour ce film, c'est que l'écriture a commencé très tard. Pour tout vous dire, il n'y a qu'une V1 du film, aucune version 1, ce qui est très rare. J'ai tendance à faire des versions 2, voire 3, voire 4. Ce que j'aime bien faire, c'est faire une première version du scénario, le laisser de côté et y revenir 1 ou 2 mois après pour avoir une vraie relecture. Ici, comme j'avais une date de tournage précise et que le projet est né très tard, et ben je n'ai pu faire qu'une seule version du scénario, et c'est malheureusement, ça se ressent malheureusement dans le produit final. Je trouve qu'il y a des errances dans le scénario, notamment dans la partie milieu du film, la scène de cauchemar. Il y a des choses qui, je trouve, auraient mérité d'être réécrites, raccourcies ou approfondies. Faut savoir que la durée de ce projet était au final très courte. Entre l'idée et le résultat final, je pense qu'il y a 6 mois, quelque chose comme ça. J'ai dû avoir l'idée en avril, la sortie était en octobre. Par comparaison, je dirais que le précédent, donc Enquête de lueur, c'était plus 9 mois, ce qui était déjà assez court, et pour les précédents, on était plus sur 1 à 2 ans. Et pour un film comme Galaxy Abyss, on est sur 10 ans, mais ça c'est une autre histoire. Une des envies d'écriture, c'était de faire une construction de récit un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Ici, donc, on est sur, on va dire, un format slow burner. Donc, un slow burner, en termes d'intensité, c'est assez différent d'une construction assez classique en 3 actes. Du fait qu'on a vraiment une mise en place assez longue, assez lente. On va vraiment se focaliser sur les personnages, pas forcément sur les péripéties, les retournements de situation. Et on va avoir une accélération constante pour avoir vraiment un pic d'intensité à la toute fin, ce qui est le cas ici. La conclusion classique d'un film ici est souvent très réduite dans un slow burner, et c'est le cas. Ici, on se retrouve vraiment avec une scène de conclusion qui, après le climax émotionnel, on va dire, est de l'ordre de 30 secondes. Vraiment, c'est juste le dernier plan avec le personnage de Anna qui regarde la photo, qui est la conclusion. Et l'intensité maximale est juste avant. 2 autres techniques que j'ai voulu mettre en avant, c'est bien évidemment le show don't tell, donc montrer ne pas dire, qui est l'une des règles majeures du cinéma, qui est censé être appliquée à tous les films, et là j'ai voulu plus travailler cela, dans le sens où je savais que donc on allait avoir quand même une grosse partie du film sans vrai dialogue. Les dialogues sont surtout dans la première partie du film. Dans la deuxième partie du film, on est surtout sur des conséquences d'événements avec un seul personnage. Donc il fallait faire passer les éléments du scénario, pas forcément par le dialogue mais par l'image. La deuxième technique que j'ai voulu mettre en avant, c'est le foreshadowing. Donc l'idée de dire des éléments ou de montrer des éléments, mais surtout de dire des éléments avant qu'ils arrivent plus tard dans le récit et qui auront donc une conséquence, alors qu'au moment où on les dit, il n'y a pas forcément de conséquences. Et ici, ça revient à 2-3 moments et je suis assez satisfait. Notamment, voici un moment de foreshadowing. Et là, jette un petit coup d'œil. Il a disparu. Plus rien. Et ce n'est pas le seul, mais je vous laisserai revoir le film pour en découvrir d'autres. Juste faire comme ça. Ah, j'avais le verre dans quelle main? Ah, erreur de script. Concernant les références, parce que oui, j'aime mettre des références dans mes films, disons qu'elles sont pas très subtiles dans celui-là. Voici une référence pas du tout subtile. Oui, c'est Matrix. La pilule bleue, la pilule rouge, oui, la brosse à dents, c'est Matrix. Et pour ceux qui ont vu la trilogie Al Dente, mais aussi la phase 3, j'aime mettre des petites connexions entre mes différents films. Pour celui-là, j'ai voulu avoir une sorte de continuité visuelle et scénaristique entre donc Enquête de lueur et Ce qui reste. Vous vous souvenez peut-être que Enquête de lueur se termine dans un parc d'attractions. Et oui, Ce qui reste commence dans un parc d'attractions. Donc ça fait la transition parfaite. Cette fois, la moutarde lui monta au nez. Attendez, je vais vous montrer de quel bois je me chauffe. Alors ce tournage, contrairement au précédent et ses déboires, je vous laisserai revoir la vidéo, il s'est bien passé, pas de problème majeur, petit problème technique, enfin une erreur technique de ma part, une partie des scènes ne sont pas tournées en 4K, on reviendra sur les techniques après, c'est juste une erreur de ma part parce que c'est une nouvelle caméra et on en reparlera après, mais voilà, si vous faites attention, les scènes notamment de dialogue ne sont pas tournées dans la meilleure définition, elles sont tournées en Full HD, donc du 1080p.
Le tournage a été assez resserré, ça s'est tourné entre août et septembre, donc voilà, toutes les scènes j'ai dû le tourner dans 1 mois et demi maximum je pense. Pour une sortie finalement assez rapide, parce que le film est sorti en octobre. Car oui, le montage a été finalement assez rapide, grâce à une bonne anticipation, des choix techniques et artistiques, et ça fait une transition parfaite pour parler de tout ça. Concernant la technique, on va s'attaquer au plus gros, qui est donc une nouvelle définition d'image. Comme vous pouvez le voir, là on est en train de tourner en 4K, qui est donc une définition supérieure au Full HD, le 1080p auquel je tournais mes films avant. Parce que j'ai un nouvel appareil que vous ne voyez pas parce qu'il est en train de filmer, mais c'est l'occasion de vous montrer mon ancien appareil, qui est donc un Sony RX10, et celui avec lequel je tourne aujourd'hui, c'est un Lumix Panasonic GH5 avec un objectif Leica, et c'est l'occasion de faire une petite rétrospective des différentes définitions utilisées durant MGD Productions. Donc si mes souvenirs sont bons, j'ai dû commencer avec du 480p dans mes tout premiers courts-métrages. Après j'ai dû passer donc sur de la HD, donc du 720p, et je pense que le premier film que j'ai tourné en 720p, Tunnel pour un songe. Après je suis donc passé sur ce qu'on appelle la Full HD, donc du 1080p, et je crois que le premier film, ça devait être Notre Invincible Empire, qui a été tourné dans cette définition-là. Et depuis, j'ai gardé cette définition, donc du 1080p, jusqu'à ce film-là, où donc on est passé en 4K. Ça réveille le matin. Tu vas être mort. Alors certes, il y a la définition d'une image, mais il y a aussi un aspect que j'aime beaucoup, que j'avais déjà évoqué, qui est la fréquence d'image. Dans le précédent, j'avais tourné en 50 images par seconde, parce que moi j'aime bien le 50 images par seconde. Pour celui-là, je n'ai pas tourné en 50 images par seconde. Alors c'est surtout pour une question de taille de fichier. Parce qu'il faut imaginer que la 4K, donc c'est déjà beaucoup plus lourd que des fichiers en 1080p. Donc du 4K 50 images par seconde, c'est doublement plus lourd qu'un 4K classique à 25. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il va falloir à peu près 15 disques durs externes pour faire un film si je continue comme ça en termes de taille de fichier. Donc va falloir trouver un compromis. Et ce compromis a été fait à travers une petite subtilité. Donc je tourne maintenant en 4K 25 images par seconde, mais avec une ouverture à 100. Alors, pour vous expliquer rapidement. Idéalement, pour avoir un aspect cinéma, il faut doubler doubler l'ouverture par rapport à la fréquence d'image. Donc si j'ai une fréquence d'image de 25, il faut du 50. En doublant, donc là on passe de 50 en ouverture à 100 en ouverture, on retrouve artificiellement cet aspect un peu plus fluide. Et c'est ce que vous voyez d'ailleurs dans le film Ce qui reste. On va parler un peu maintenant colorimétrie, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Notamment la manière de filmer a influencé la colorimétrie, parce que j'ai tourné en flat. Alors qu'est-ce que c'est que le flat ? Disons que c'est une colorimétrie un peu particulière qui permet d'avoir une très bonne définition d'image. On a très peu de pertes de données des tons les plus clairs et des tons les plus obscurs, ce qui n'était pas mon cas dans le précédent film, si vous vous souvenez, avec mes images cramées de Enquête de lueur.
Et donc grâce à cette colorimétrie, on a une image qui se rapproche entre guillemets d'un noir et blanc parce qu'il n'y a pas des tons très prononcés. Et faut le voir comme une espèce de calque sur lequel on va pouvoir appliquer la colorimétrie de notre choix. On va pouvoir aller à fond dans la saturation, à fond dans les teintes très poussées vers des couleurs comme le rouge, comme le bleu, sans pour autant perdre de la définition d'image. Donc c'est très chouette. Et ça permet vraiment d'être un meilleur terrain de jeu pour le montage. Et donc les choix que j'ai fait en colorimétrie, elles sont assez visible, je trouve, et assez clair en termes de signification. On a toute la partie donc qui se passe dans la maison et dans le bureau, la partie à Lyon. Ici, on est dans des tons sépia. Et pour la partie donc en Bretagne, on est beaucoup plus dans des tons métalliques, dans des tons bleus, dans des tons gris. Et ces deux colorimétries qui sont pas ultra prononcées permettent de garder une fluidité entre les deux, donc permettent de pas trop sortir, tout en gardant une petite distinction visuelle. On est loin, par exemple, de ce que j'ai pu faire dans un film comme Multiverse, voilà, où je m'étais beaucoup amusé avec les différentes colorimétries d'images. Voilà, j'avais craqué. J'avais juste envie de tester plein de couleurs. Mais il n'y a pas que la colorimétrie qui a été pensée pour distinguer les deux parties, enfin dans un premier temps, parce qu'on va parler format maintenant. La vidéo que vous voyez est tournée en 16/9, qui est donc un format classique vidéo, mais pas un format cinéma. Il y a donc plusieurs formats classiques utilisés pour le cinéma, et voici, attention, du 1,85. Vous voyez les petites barres au-dessus, les petites barres en dessous noires, très légères, c'est du format 1,85, donc du format panoramique classique cinéma qui est réservé pour plutôt des films d'auteur, par exemple, pour faire des généralités. On a un autre format qu'on appelle le 2,35, attention, voici le 2,35, avec des barres noires prononcées plus en haut et plus en bas, qui est le format donc cinémascope et qui est assez utilisé pour des films avec beaucoup de paysages, beaucoup de blockbusters par exemple, utilisent ce format très horizontal qui permet de moins être recentré sur les personnages, mais qui permet d'avoir un peu plus de champ de vision, on va dire. Et enfin, on a un autre format, le 1,33, que voici, avec des barres sur le côté, cette fois-ci, comme vous pouvez le voir ici, le format 1,33. Et pourquoi je vous évoque tous ces formats, c'est parce que c'est des choix qui ont été pensés pour ce film. Il n'y a que deux formats qui ont été retenus, donc le 1,85 pour la quasi-majorité du film, et le 1,33 pour les passages entre guillemets dans la réalité, donc au tout début du film et à la toute fin du film. Il faut savoir qu'il y avait un troisième choix pensé. Pour les parties en Bretagne, j'avais initialement prévu de faire du donc 2,35. Pourquoi je suis revenu sur ma décision et je suis resté en 1,85 ? Tout simplement, notamment pour le montage final, où je me suis rendu compte que passer de ce format-là à un format 1,85 en permanence, même si l'effet était intéressant, ça faisait un peu trop sortir du récit. C'est quelque chose qui marchait assez bien dans Grave Encounters in Sweden 2, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de changements de format, et ça avait une vraie signification, vu qu'on était à moitié dans un found footage, à moitié dans une série un peu plus classique. Ici, vu qu'on est quand même dans un format, on va dire, classique en termes de choix de narration visuelle, ce changement permanent de format était vite lassant et surtout faisait pas mal sortir du film. Et en parlant de choix de format, il y a également eu des choix de focales qui ont été faites. Petite chose à savoir sur mes films, j'ai tendance à faire n'importe quoi au niveau des focales. Comme j'aime bien tourner un peu rapidement et que ça reste du tournage amateur, donc on n'a pas forcément beaucoup de temps, l'idée c'est d'avoir le plan que je veux avec la distance que j'ai. Donc de faire un peu n'importe quoi, donc de zoomer, dézoomer, d'avoir le plan que j'ai. Et jusqu'à présent, vraiment je faisais n'importe quoi. Ce qui faisait qu'on sortait un peu des scènes parce qu'on comprenait pas trop, il y avait des différences de flou d'arrière-plan. Et ça faisait très amateur. Et donc j'essaie d'avoir une image un peu plus clean, un peu plus pro depuis quelques temps. Ce qui dit donc de faire des choix de focales. Et j'en ai retenu deux pour l'instant. 25 et le 40 que j'ai utilisé. Donc le 25 ça a été pour la plupart des plans de dialogue ou des plans moyens. Et le 40 a été réservé uniquement pour quelques plans resserrés. Ce qui permet vraiment d'avoir des plans plus anxiogènes, qui était quand même un peu l'idée du film, et d'avoir un flou d'arrière-plan plus prononcé, donc qui montre aussi une certaine confusion de la part du personnage principal. Il y a quelques plans larges qui pour le coup sont tournés en 12, je pense, qui est donc le plus grand angle que je peux avoir sur cette caméra. Et cette ambiance un peu anxiogène, elle est aidée grâce au choix de la musique. Transition parfaite pour parler de la musique.
Concernant la musique, il y a eu pas mal d'évolutions dans le sens où il y avait plusieurs artistes que je voulais utiliser et mettre dans le film. Et finalement, j'en ai retenu qu'un seul, qui est donc le groupe Young Father, le groupe anglais Young Fathers, parce que je voulais vraiment une unicité en fait au niveau de la musique, et ça marchait bien. Ça marchait bien parce que j'avais à la fois des musiques angoissantes et des musiques vraiment focalisées sur l'émotion, car elles sont quasiment toutes tirées de la bande-son du film 28 ans plus tard, qui est donc sorti en 2025 et qui est sorti peu de temps en fait avant la fin de l'écriture du scénario. Coïncidence, au moment d'écrire le scénario, j'ai écouté cette musique et je trouve que ça marchait super bien les deux ensemble. Et tout est venu du morceau Remember, donc se souvenir, c'est adapté, qui est donc présent à la toute fin du film. Et voilà, j'ai adoré ce morceau-là, et donc j'ai écouté le reste de la bande-son, et vraiment ça collait bien. Donc je suis resté sur cette bande-son du film 28 ans plus tard. Film que j'aime beaucoup, mais nous ne sommes pas sur une chaîne de critique de cinéma, donc nous n'allons pas débattre là-dessus. De Palma, Scorsese, Tarkovsky. Qui sera le nouveau grand cinéaste de cette année 2025. Bienvenue dans le top ultime film 2025 d'un vrai cinéphile. En numéro 5, bien évidemment, 28 ans plus tard. Un pied de nez à tous ces films hollywoodiens fades, sans personnalité, des prises de risque dantesques avec cette idée de filmer à l'iPhone, ses killcams magnifiques, sa prise de risque thématique et son parallèle brillant avec le Brexit. Prends ça Hollywood, bienvenue Danny Boyle, ça c'est du vrai cinéma. En numéro 4, bien évidemment une bataille après l'autre. Bah oui, tout le monde le met en top 1, mais moi contrairement à pas mal de gens, j'ai vu des films au cinéma. Moi je suis un vrai cinéphile. En numéro 3, le choc Sirat, ben oui, bien évidemment, c'est brillamment filmé, brillamment construit, ces 30 dernières minutes, c'est du pur cinéma. En numéro 2, une évidence, bien évidemment, quand le 7e art rejoint l'art premier, ça donne The Brutalist, chef-d'œuvre ultime. Brio pamphlet de l'Amérique post-deuxième guerre mondiale, avec des acteurs sublimes. Vous n'êtes pas allé le voir parce que ça dure 3h30. Vous êtes des faibles, parce que c'est ça le cinéma. Et en numéro 1, bien évidemment, vous ne l'attendiez pas, parce que moi j'ai des vrais goûts. Destination Finale Bloodline, c'était génial, meilleur opus de la saga. Donc c'est un film d'horreur grand public, avec beaucoup d'humour noir, mais je crois que c'est la comédie de l'année. Ah, moi j'ai adoré, tout le monde rit. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le film Ce qui reste. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, et un petit pouce dans le sens que vous voulez. Mais, avant de partir, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas compris grand chose et qu'ils étaient un peu paumés dans le film. Et j'en suis désolé. Donc je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent, je vais un peu vous expliquer la signification du film, mais pas tout, on va pas quand même exagérer. Donc oui, c'est un souvenir, on est dans un souvenir du début à la fin, à l'exception du premier plan en format carré. Le format carré c'est la réalité et la toute fin. On est dans un souvenir, on est dans la tête de Anna qui se remémore ce souvenir en regardant la photo. Voilà. Et pourquoi les gens ils disparaissent ? Bah parce que le souvenir il va se transformer en rémanence. Quant à la nature de la partie en Bretagne, ça c'est laissé à l'interprétation. Est-ce que nous sommes dans la tête de Anna, un peu en mode vice versa ? Est-ce que nous sommes dans un monde un peu onirique qui contrôle les souvenirs ? Est-ce que c'est le purgatoire ? Et si l'observation d'une photo a déclenché ce souvenir, quel est l'élément qui le termine ? Car tout souvenir a un début. Et conscient ou non, on en donne forcément une finalité. Car un souvenir est une histoire, un extrait ne pouvant prendre forme que par l'existence même d'une fin. Prisonnier dans sa temporalité inchangée et terriblement linéaire. C'est quand on arrête de vivre un souvenir que l'on s'ouvre à en devenir un.
Un four qui cuit, qui marche. Un four.